Chers amis, ce matin, merci d'être dans la matinale Tocsin. On reçoit ce matin Caroline Brémaud qui a une actualité absolument difficile à vivre pour vous. Bonjour Caroline Brémaud, comment allez-vous? Bonjour, bah ça va, je tiens bien le coup, ça va. Oui, alors on va vous présenter, hein. Vous étiez, vous, jusqu'à un temps béni, chère Caroline, vous étiez la chef des urgences de l'hôpital de Laval. Et puis, pour des questions de réorganisation, eh ben, on vous a démis de la chefferie. Aujourd'hui, depuis le 1er décembre, hein. C'est tout récent, hein, cette histoire, hein. Ouais, c'est tout récent. Moi, je l'ai su un petit peu en amont. J'ai su le 7 novembre. Et puis, ça a été officiel le 1er décembre. Donc, la raison, c'est une réorganisation pour avoir un chef unique urgence à Musmur, avec un argumentaire qui tient pas la route et qui a rapidement fait penser aux gens qui m'entourent que c'était en fait une sanction déguisée parce que je défends l'hôpital public et je dénonce des pratiques qui sont pour moi contraires à la loi en fait, c'est-à-dire que l'État a l'obligation en fait d'apporter ce qu'il faut pour que le système de santé soit efficient et c'est pas le cas. Ben, surtout quand on paye des impôts et qu'on parle d'hôpital Oui. public. Et vous, on va expliquer pourquoi vous êtes malmené aujourd'hui. Ça fait un petit moment, depuis 2021, ça fait plus de 2 ans que vous vous battez, vous dénoncez les restrictions de l'hôpital public, la désorganisation, le départ des soignants, des mauvaises prises en charge. Et manifestement, là, en quelque sorte, on vous fait payer votre engagement, Caroline aussi, hein, peut-être. Oui, très certainement. Je pense qu'on me fait payer mon engagement et puis mon franc-parler. Et Ouais. puis j'ai entendu par des bruits de couloir qui sont assez sérieux que c'était aussi, on me reprochait de nuire à l'attractivité de l'hôpital et du territoire. Ah ben oui, là, on parle donc d'image de marque. Oui, Oui, effectivement, c'est toujours le problème là-dessus. oui. Donc, vous avez été démis au 1er décembre. Et puis, en plus, vous en parlez depuis un certain temps, mais vous êtes aussi médiatique. Vous avez été très, très, très médiatisé aussi. Et ça, franchement, pour le ministère de la Santé, c'est pas la meilleure publicité. Non, c'est pas agréable pour eux. Non, Ouais. non. Je sais que c'est pas agréable pour eux et actuellement, avec la médiatisation que j'ai et l'emballement des réseaux sociaux, c'est pas agréable pour eux non plus. Il y a une pétition avec presque 5000 signatures, donc et puis c'est pas que des gens de mon département qui ont signé, c'est vraiment toute la France. Donc il y a des gens qui s'engagent derrière moi. Samedi dernier, il y avait une manifestation à Laval en Mayenne et il y a une députée de Suresnes qui est venue à la manifestation. J'ai été soutenue par tous les collectifs d'urgence, tous les syndicats nationaux d'urgence aussi. Et les syndicats de médecins hospitaliers. Donc ça fait vraiment beaucoup de gens qui sont derrière moi et qui me portent et qui me soutiennent. Et je pense que c'est assez désagréable pour le gouvernement, mais si c'est désagréable, c'est qu'on est au bon endroit. Bah, et vous avez raison. Et puis, je lisais votre interview, notamment dans France 3 Pays de Loire, et qui dit de vous, vous êtes finalement le porte-étendard de l'hôpital public. Moi, je vous avais reçu sur Twitch il y a quelques mois de ça. Déjà, le constat pardon, que vous faisiez était absolument alarmant. Oui. Vous m'aviez dit, c'est la population aujourd'hui à sauver l'hôpital public, véritablement s'engager. Oui. C'est dingue. Oui, en fait, à chaque fois que je prends la parole, j'essaie toujours d'élargir le débat au national et pas seulement d'écrire ce qui se passe dans mon hôpital. Je souhaite toujours élargir le débat à ce qui se passe partout en France et de l'élargir aussi à toutes les spécialités. Parce qu'il n'y a pas que la médecine d'urgence qui est en difficulté, il y a toutes les spécialités hospitalières quasiment, et puis il y a la médecine de ville, et il y a aussi le médico-social. Et en fait, on ne peut pas bien fonctionner si tous les maillons de la chaîne ne sont pas performants, il en suffit d'un. Et en fait, et ça s'écroule. Et je raconte souvent que l'accès aux soins, le soin et les urgences, c'est ce qui se passe en amont, c'est-à-dire en ville avant d'arriver aux urgences. Il y a la problématique des urgences aussi avec tout ce qu'on connaît, le manque de moyens, le manque de personnel. Et puis il y a toute la problématique d'après les urgences
pour hospitaliser les gens. Et puis après l'hospitalisation en aigu, il y a toute la problématique d'hospitalisation soit en soins de suite, soit en EHPAD. Et en fait, à chaque échelon, le système il est défaillant. Donc forcément, c'est problématique partout en France et dans toutes les spécialités. Donc je pense que c'est pour ça que les gens se retrouvent aussi derrière mon discours, c'est que ça touche tout le monde se sent concerné. J'imagine que les gens qui nous regardent, qui sont allés malheureusement aux urgences, et heureusement que nous avons des médecins comme vous qui pouvaient nous accueillir selon les pathologies ou l'urgence de ce qui se passe, j'imagine qu'ils ont tous fait l'expérience effectivement d'avoir attendu plusieurs heures, et plus ça va, Caroline, et plus on attend, et j'imagine que le personnel derrière aussi, de plus en plus fatigué, de moins en moins nombreux, et ça peut donner aussi des erreurs de diagnostic, des mauvaises prises en charge parce qu'il y a des manques de moyens aussi. Oui, ça peut. Et puis, il y a une étude très sérieuse qui est sortie le mois dernier dans le JAMA qui a prouvé que au-delà d'un certain nombre d'heures passées sur un brancard aux urgences, on augmente la mortalité, en fait, en particulier des personnes âgées. Donc, c'est vrai que quand on voit qu'il y a des gens qui peuvent passer 24, 48, 72 heures sur un brancard aux urgences, on est vraiment inquiet pour la santé de la population. Et puis, on réduit l'offre de soins aussi. Quand nous, par exemple, en Mayenne, on est en nuit régulée. Alors, il y a un gros débat sur la sémantique régulée ou fermée. Donc, nous, en fait, on dit qu'on est régulé parce qu'on assure toujours l'urgence vitale. Mais moi, je considère qu'on est fermé parce que quand on est dans cette configuration-là, on ne prend pas en charge les SOS AVC et on est les seuls du département normalement à pouvoir le faire avec une IRM la nuit. Ce qui veut dire que quand on est fermé, il y a pas de prise en charge de l'AVC en Mayenne. Et quand on a été fermé 20 nuits par mois en juillet et en août, ça pose vraiment question. Donc moi, je veux bien qu'on me reproche l'attractivité, mais je pense que les grandes entreprises, au lieu de dire soi-disant faites taire Caroline Brémaud parce que nos actifs veulent pas venir en Mayenne parce que il y a pas de médecin généraliste, alors ça c'est pas de ma faute, et apparemment les urgences c'est pas terrible, il ferait mieux en fait de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait des moyens qui soient donnés à la santé et que Bercy relâche les cordons de la bourse. Parce que qui que vous soyez, quel que soit votre statut social et les copains que vous pouvez avoir dans le milieu médical, si vous faites votre AVC à minuit en sortant d'un bar dans le centre-ville de Laval et que les urgences sont fermées, vous irez quand même à Angers au CFU qui est plus d'une heure plus loin. Donc et on sait que chaque minute compte dans cette pathologie. Donc tout le monde est concerné et je pense que les gens se posent pas la question dans le bon sens. Et c'est pas le problème, c'est pas moi en fait. Le problème, c'est pas moi. Moi, je suis juste un lanceur d'alerte. Et donc, il faut que tout le monde se mette d'accord, quel que soit son bord politique, quel que soit son statut social, pour dire on veut un accès aux soins qui soit juste et suffisant dans tout le pays. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que j'ai mis en jeu ma chefferie. Et je le sais depuis 2 ans qu'à chaque fois que je prends la parole, je prends un risque pour ma carrière. Mais quand vous mettez dans la balance une carrière de chef de service et des vies humaines, le choix il est vite fait en fait. On n'hésite pas et on prend la parole. C'est dingue ce que vous dites, Caroline, là-dessus, parce qu'en fait, ces gens-là vous reprochent de nuire à l'attractivité du territoire. Et vous avez raison de dire que finalement, dans des cas d'urgence comme les AVC, n'importe qui, selon quelle que soit sa condition sociale, a besoin à un moment donné d'un service public performant pour être pris en charge et amoindrir les séquelles parfois très graves d'un AVC. Oui, c'est le premier pourvoyeur de handicap chez l'adulte, l'AVC. Donc c'est une pathologie qui est gravissime. Donc on peut pas la négliger. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde. Et en plus, à côté de ça, le gouvernement fait une grande campagne de communication pour dire si vous avez des symptômes, une faiblesse ou des fourmis ou la bouche qui pend, faites le 15. Et puis à côté de ça, on nous donne pas les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Donc moi, je suis vraiment scandalisée. Et puis derrière mon éviction, il y a eu toute une polémique après sur la réorganisation du territoire, puisque il y a eu un plan d'organisation qui a été présenté où on réouvrirait Laval tout le temps, ce qui est une bonne chose, mais aux dépens de 2 autres hôpitaux plus petits, Mayenne et Château-Gontier.
qui serait fermé la nuit. Et donc ça a été depuis démenti par l'ARS, mais c'est vrai que on est un peu perdu parce que c'est quand même eux qui ont donné cette ligne à suivre là, et puis après dans la presse ils reviennent sur leurs propos parce que faut pas trop affoler la population non plus. Mais il faut savoir qu'il y a un an, on nous a réduit les secteurs de garde ambulancière, c'est-à-dire que vous prenez un département comme la Mayenne, c'est découpé en 8. Avant, on avait une ambulance la nuit dans chaque secteur, et puis en 2022, on est passé à 5, et là, actuellement, on est passé à 3. Ça veut dire que si il y a qu'un seul centre hospitalier qui est ouvert la nuit, eh ben, vous avez l'ambulance, elle va partir de Perpète-les-Oies et puis elle va aller au centre hospitalier qui est ouvert pour retourner après, à sa base. Donc pendant qu'elle est occupée, elle prend personne d'autre en charge, donc on se retrouve à utiliser les pompiers qui eux refacturent la carence ambulancière à l'hôpital. Donc on se retrouve avec des coûts. Et donc je comprends pas la stratégie de l'ARS qui dit oui, mais les petites, il y avait des ambulances qui étaient pas rentables, mais quand on voit ce que ça coûte de payer les pompiers quand ils font le travail à notre place, il n'y a pas de logique financière à moyen et long terme. Ils voient que sur du court terme et de l'immédiateté, et c'est un très mauvais calcul en matière de santé. Oui, parce qu'on le voit, nous, en tant que journalistes, notamment les urgences, on en parlait tout à l'heure, on en avait parlé il y a quelques mois. Caroline, et merci d'être là ce matin dans Toxa Média. Il y a des urgences qui sont littéralement débordées. On voit des ambulances privées qui font la queue avec des gens dans des brancards ou des chaises. Et les personnes âgées qui viennent soit pour des pathologies aux urgences, qui ont besoin d'être pris en charge très rapidement, font la queue devant les urgences dehors. Et le ministre de la Santé nous dit qu'en 2024, il y aura une économie de 600 millions d'euros sur l'hôpital public. Oui. Mais de qui se moquent ces gens, en fait? Je sais pas, mais il faut quand même se rappeler qu'au mois de janvier, le président de la République a fait des vœux pour la santé. C'était inédit. Jamais il y avait eu des vœux comme ça pour la santé. Mais je sais pas, il a dû oublier. Il s'est perdu entre-temps, parce que là, on est bientôt aux nouveaux vœux. Et on n'en a pas vu la couleur, à part une demande cet été de diminuer les dépenses de 5% dans les hôpitaux. Donc, moi, j'y comprends plus rien, en fait. Oui, c'est effectivement, on voit bien qu'il y a une volonté de limiter les dépenses sociales, parce que le projet est là, et ce n'est pas que le cas dans l'hôpital. Là, c'est le plus visible, puisque l'hôpital, c'est notre santé à tous et notre bien-être à tous, notre confort. Mais c'est un peu la stratégie. Et vous le dites, dans l'hôpital dans lequel vous êtes, et plusieurs, parce que vous avez raison de dire que ce n'est pas qu'à Laval, pour ne pas faire de déni d'attractivité ici ce matin, c'est une situation qui est généralisée. Caroline, j'imagine que vous confirmez la même chose. C'est une situation qu'on retrouve dans toute la France. Et moi, il y a 2 ans, ce qui me faisait peur, c'était qu'on s'habitue aux nuits de fermeture et de régulation, et on s'est habitué. Et maintenant, ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'on se précipite vers une privatisation de la médecine, une médecine à 2 vitesses, qu'on remette à la charge des complémentaires santé de plus en plus de choses. Et pour moi, c'est pas entendable. En fait, ça fait partie des fondements de notre République d'avoir c'est ce qui nous caractérise, nous Français, c'est la sécurité sociale qui a été créée. C'est la base, c'est notre fondement. C'est comme ça qu'on s'identifie, qu'on se représente, et on peut pas renoncer à la santé de tous et toutes partout en France. C'est impossible. C'est contre notre essence même, et moi je me révolterai pour ça jusqu'au bout. Mais on va vers une médecine que pour les gens qui ont les moyens. On voit bien déjà les dépassements d'honoraires. On a des exemples partout. Là, on a un cabinet médical, nous, en Mayenne, qui a décidé d'augmenter de 3,5 € la consultation, alors qu'ils sont censés être conventionnés par la Sécu, donc c'est illégal, parce que y a trop de charges dans le cabinet. Les charges ont augmenté. Ok, mais les charges, elles ont augmenté aussi pour le tout à chacun. Donc, je veux dire, on a tous des factures d'énergie qui augmentent. Donc, si on commence à avoir des médecins qui refacturent 30 € la consulte au lieu de 26,50 €, et ben voilà, les gens vont le sentir passer dans le porte-monnaie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont
ils vont pas forcément consulter quand il faut, et puis ils vont être moins bien soignés, et puis on va les retrouver aux urgences dans des états dépassés, en fait. Et c'est ça qu'on voit. C'est ce que j'ai expliqué cet été, l'année dernière, c'est que on va pas être dans une catastrophe spectaculaire comme dans un film américain où on va compter les morts. Oui. Ça va pas être comme la canicule où on a allongé les morts dans les patinoires et on les a comptés. On est dans quelque chose de plus sournois, de plus vicieux. C'est-à-dire qu'on va avoir des indicateurs qui vont devenir mauvais. Et on commence à les voir, la mortalité infantile qui augmente. On va avoir une diminution de l'espérance de vie. On va avoir une augmentation de la morbimortalité où l'espérance de vie en bonne santé va diminuer. C'est des choses comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un retard de prise en charge, vous ne mourrez pas forcément, mais vous récupérez moins bien. Et donc, l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue. Et ça, c'est des indicateurs qui vont mettre quelques années à se transformer. Et pour la mortalité infantile, on le voit déjà. Il y a des papiers qui sont sortis comme quoi la mortalité infantile augmente. Et c'est très mauvais signe. Ouais, c'est absolument effrayant le témoignage que vous faites, Caroline, et merci d'être là ce matin avec nous sur Tocsin. Je voudrais qu'on parle aussi, vous en avez parlé un peu, on va vers la privatisation. Au-delà de la prise en charge dégradée, on va aussi vers la privatisation. C'est-à-dire que les gens qui ont du pognon, ils vont pouvoir aller voir des spé, de se faire prendre en charge rapidement, tandis que les autres, même pour un problème de dents, on le voit de plus en plus, il y a des gens qui vont plus chez le dentiste parce qu'ils ne peuvent plus payer. Ils peuvent plus payer, sans compter que les rendez-vous sont de plus en plus longs. Donc, on va vers une dégradation totale et vers une privatisation. Et ça, je pense que les gens doivent en avoir conscience. Et je ne suis pas convaincu qu'encore tout le monde ait conscience de ça. Hein. Non, non, non. Les gens se voilent la face et à juste titre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le torchon brûle, le gouvernement fait une prise de parole rassurante avec des grands mots un peu pour rassurer, un peu pour endormir la population. Et à chaque fois, on voit bien que ça s'apaise et ça s'éteint. On a eu les fameux vœux en janvier, du coup les gens se sont dit bon ok, ils vont prendre la chose au sérieux, on va attendre voir ce qui se passe. Et puis après il y a eu la réforme des retraites, et puis après il y a eu l'été, et donc finalement on se retrouve à avoir passé l'année sans trop avoir pensé à la santé. Là où j'ai un tout petit peu d'espoir, c'est que nous à la manifestation samedi, il y avait des gens hors département qui étaient venus. Il y avait des syndicats nationaux qui étaient représentés, et il y avait une députée de Paris qui était venue, et donc je me dis ça y est, les gens commencent à se dire tiens, ça prend une dimension nationale, et si on fait un mouvement la prochaine fois, peut-être qu'on pourrait se coordonner avec les copains des départements d'à côté pour que chacun dans son hôpital ou devant sa préfecture, ou peu importe, on se mobilise. Moi, j'appelle les gens à faire les gilets blancs de la santé, parce que il faut, à l'image des gilets jaunes, qui avait été vraiment une révolte massive, et il faut qu'on aille vers là, parce que la seule chose qui intéresse un homme politique, c'est la réélection. Donc, si le potentiel d'électeurs se révolte, peut-être qu'on a une chance de faire quelque chose. Ce sont des choix politiques, la santé. Le ministère de la Santé fait avec le budget qu'il a, c'est Bercy qu'il faut taper. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Caroline, là-dessus, parce que finalement, vous parlez depuis plusieurs mois de la pression populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter sur notre classe politique. Je suis désolé, je vous entends, je vous vois. Je connais aussi des gens dans la santé qui disent la même chose que vous, et on le voit tous les jours. Finalement, il n'y a que la pression populaire d'une partie de la population pour essayer de savoir ce qu'on fout de notre argent, parce que de nos impôts, je suis désolé. Et puis, voilà, donc il n'y a que ça, finalement. J'ai l'impression qu'on en est réduit à ça aujourd'hui. Finalement. Oui, on est réduit à ça, mais là où l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas populariser le débat. C'est-à-dire que c'est pas que les gens d'un niveau social plus faible ou plus modeste, ces gens-là qui n'ont pas forcément les moyens de se soigner, qui doivent se mobiliser. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la démonstration qu'on a faite avec l'AVC, ça touche tout le monde. Quand il s'agit d'urgence vitale, eh bien, on est tous à égalité, à part le président qui a son médecin tout le temps à côté de lui. Oui. Pour les autres, on est en tout cas hors région parisienne, on va dire. Pour les autres, on est tous à égalité pour ce qui nous arrive en termes d'urgence vitale. Enfin,
Moi, j'ai une copine qui m'a dit l'autre jour, oui, bah, Lady Di, elle est morte contre un pilier, quoi. Bah, comme quoi ça arrive. Enfin, voilà. Je dis oui, c'est vrai. Enfin, et donc, il faut vraiment que tout le monde se rende compte que si il n'y a pas de SMUR à moins de 30 minutes de là où on habite, eh ben, on est en danger. On est en danger pour sa vie. Donc, il faut que les gens prennent conscience, quelle que soit leur classe sociale, en fait, quel que soit leur bord politique, leur appartenance politique. Il n'y a pas. Il y a. Il y a un moment donné, sur l'urgence vitale, on est tous égaux quasiment. Donc, quand vous êtes frappé par le destin, par la maladie brutalement comme ça, bah, il n'y a pas de petits arrangements entre amis. Les petits arrangements entre amis, ça se fait sur des consultations, avoir accès à un ophtalmo, un rendez-vous en cardiologie, avoir un rendez-vous rapide en IRM, des choses comme ça. Mais quand on est dans l'urgence absolue, bah, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Une dernière question, Caroline, une toute dernière question. La pénurie de médicaments, chaque année, elle s'allonge. On est à plus de 4000 aujourd'hui produits qui sont en rupture de stock ou en tension. Il faut juste Oui. aller regarder sur l'Agence nationale du médicament. Vous avez toute la liste des produits, des Tout à fait, anticancéreux ouais. notamment. Je Mais on est discutais chez les avec dingos. On est Ouais, chez j'ai les... discuté avec j'ai discuté avec une pharmacienne samedi, et en fait, elle m'expliquait que finalement, les entreprises pharmaceutiques préfèrent vendre dans d'autres pays où on leur donnera plus d'argent pour le même produit. Et donc, tout est une question de lobbying et de finances, quoi. Et c'est vrai que je pensais pas. Moi, je l'ai vu de mes yeux, de mes yeux, je l'ai vu. Un pharmacien, j'ai accompagné un copain à la pharmacie pour un antibiotique pour sa fille. Et j'ai vu le pharmacien. Pour moi, les pharmaciens, c'est les gens les plus psychorigides de la terre. Je les aime beaucoup, mais ils sont quand même très psychorigides. Et ben, j'ai vu un pharmacien expliquer à mon pote comment on fabrique de l'augmentin pédiatrique avec de l'augmentin adulte. Eh ben, c'est pas compliqué. On prend la pipette, on met tant de millilitres, on mélange et on ressort que tant de millilitres. Et là, j'ai fait waouh, on est en France. On est en France. Et l'augmentin, il est fabriqué en Mayenne. Hein. Et en fait, ils étaient en pénurie parce que le contenant était fabriqué à l'étranger. Le flacon ou la pipette, je sais plus, la production avait été délocalisée. Ils étaient en rupture. Et on se dit, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on vit? C'est quoi les choix qui sont faits par rapport à ça? Je suis choquée parce que mon ami, là, il était en capacité de comprendre comment on fait la tambouille et en même temps, il était terrorisé, il n'avait pas envie. Donc, j'imagine quelqu'un qui ne sait pas lire. Donc, on va lui expliquer, on va lui écrire, mais il ne va pas savoir relire. Et puis, quand c'est son enfant qui est malade, ben, on est tous pareils. Hein. On a beau, même moi qui suis médecin, quand mes enfants ne sont pas bien, je ne suis pas super au taquet non plus. Donc, l'émotion d'un parent, ça rentre en ligne de compte. Donc, un antibiotique, ça doit se délivrer de manière sereine et sûre et sécure. Et là, c'est pas le cas et c'est qu'un exemple. C'est choquant. Ouais, cet exemple est absolument édifiant. Édifiant. De devoir à un moment donné aller prendre deux produits, le adulte et l'enfant, et faire sa tambouille, comme vous avez dit, dans un coin de sa cuisine. Là, il y a une régression manifeste de ce pays dans tous les domaines, et notamment dans celui-ci, quoi. Parce que, bon, je pensais pas avoir. Quand j'ai commencé mes études de médecine, je m'étais pas imaginé voir ça un jour dans ma vie en France. C'est incroyable. J'étais sidérée. Non, mais sinon, on n'a qu'à se mettre tous à faire pousser l'eucalyptus dans son jardin ou dans son appartement et aller mâcher du eucalyptus pour soigner. Enfin, on est chez les fous. On est chez les dingos. On est chez les dingos. En tout cas, merci beaucoup, Caroline Bromier, d'être venue ce matin sur Putsch. Hein. Vous avez été, on vous a enlevé votre chefferie des urgences de l'hôpital de Laval en décembre dernier, ce début de mois. Et voilà. Et bien sûr, vous estimez que c'est une sanction. Et manifestement, ça en a tout l'air. En tout cas, nous, on vous souhaite une excellente journée et beaucoup de courage, en tout cas, chère Caroline. Et merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci beaucoup pour votre franc-parler, Caroline. Excellente journée à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.